On poursuit avec les critiques cinéma, série, histoire. J'ai vu la série Those About to Die, alors c'est dur à dire, qui est sortie sur Prime Video dernièrement. C'est une série de gladiateurs, officiellement, qui se déroule sous l'Empire romain, sous le règne de Vespasien, incarné par Anthony Hopkins. On a beaucoup parlé de gladiators dernièrement sur cette chaîne, et ça tombe bien puisque c'est sorti un peu en même temps, et ça permet de poursuivre cette saga romaine. J'ai été curieux de voir ce que ça valait, cette série, moi qui ai un grand fan de la série Rome, et un peu aussi de Spartacus. Il faut dire que la présence d'Anthony Hopkins m'a intrigué et attiré. En même temps, je pense qu'il était là pour ça. Quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai déjà commencé à grincer des dents, mais j'ai quand même tenu à la voir pour vous en faire un retour. Une reco, comme on dit maintenant. Je fais des recos ciné-histoire. Alors, qu'est-ce que ça vaut? Cette série à gros budget s'inscrit-elle dans la lignée de Spartacus, voire de Rome? Ou est-ce une énième daube woke, comme on en voit souvent aujourd'hui? Alors, je vais vous le faire à la cool, hein. D'abord, le synopsis. Comment vous raconter ça? Alors, on est en 79, donc sous l'Empire romain, sous l'empereur Vespasien, incarné par Anthony Hopkins, et disons que le synopsis, le scénario peut se résumer en 3 niveaux, en 3 strates. Le premier, on a Vespasien qui est mourant, littéralement, qui est en fin de règne, et qui a 2 fils, Titus qui est plus militaire, et Domitien qui est plus porté sur la politique. Et il va falloir léguer le pouvoir à l'un de ses fils. Il va donc y avoir une rivalité, une jalousie entre les deux. Ça va être toute une trame du scénario et de la série. On a la deuxième strate qui concerne les jeux du cirque et surtout les courses de chars avec le personnage principal qui est Tenax qui gère les paris au Circus Maximus. Et dans le même temps, ordonné par Vespasien justement, on a la construction du Colisée qui arrive bientôt à son terme. Et puis, dans ce Circus Maximus, avec ses courses de chars, on a les auriges, donc les coureurs, si vous voulez, les pilotes, si on veut prendre le terme de Formule 1 actuel. À l'époque, c'était les auriges, qui s'affrontent au sein de 4 équipes, de 4 écuries, puis 5. Ça arrive à une 5e, la faction dorée arrive dans la série, et ça c'est avéré historiquement, dont Scorpus, qui est un peu la star des auriges. Et puis on a aussi comme chaque faction appartient à une faction patricienne, on a des luttes de pouvoir entre ces factions et entre ces écuries. Et enfin, la dernière strate, celle du bas, c'est vraiment organisé en 3 strates, hein, c'est un peu hiérarchique. On a des gens qui essayent de se faire une place à Rome. On a 3 Espagnols qui sont venus avec leurs chevaux et qui vont essayer de les vendre pour qu'ils courent, justement, qu'ils participent aux courses. Et puis leur histoire va évoluer, je vais pas vous spoiler le truc. Et puis on a aussi une famille venue de Numidie. Alors noire, hein, bien sûr, la fameuse Numidie noire, je vais y revenir. On a 2 filles qui sont kidnappées donc en Afrique du Nord pour devenir esclaves. Et on a aussi un homme, un chasseur de lions, Kwame, qui va être embarqué comme gladiateur. Et au-dessus de tout ça, on a leur mère, Kala, qui va tout faire pour les sauver. Voilà pour le scénario. Comment maintenant vous parler de cette série? Comment vous en faire la critique? Justement, je vais la faire en 3 points, moi aussi. Le point historique, le point critique et le point wokisme, pour finir. Ouais, j'ai choisi ce doigt. Je sais pas pourquoi. Côté historique, eh bien, disons que la grande histoire est plutôt respectée. Hein. Je vous l'ai dit, on est sous le règne de Vespasien. On y voit tout ce qui s'y passe. C'est la fin de règne de Vespasien. La chronologie respectée, on est en 79. Le Colisée est achevé en 80 sous le règne de Titus qui lui succède. On voit à peu près tout. Hein. Le Sénat, les familles patriciennes, comme je l'ai dit. Les luttes de succession, bon, qui sont très grossières, très caricaturales. Mais bon, c'est pour les besoins de la série. On voit tout ce qui se passe à Rome en termes de culte aussi. Les vierges vestales sont très intéressantes à exploiter. Et puis, bon, en revanche, on a une image, mais alors stupidement cruelle et décadente de Rome et des Romains, déjà, mais ça, je vais y revenir dans la partie wokisme, mais surtout de Domitien. Domitien qui est stupidement cruel, vraiment, c'est le terme, stupidement cruel, stupidement méchant, stupidement fourbe, décadent aussi avec ses mignons, bref, insupportable. Domitien par contre très bien joué, mais ça nous vient de cette image de l'empereur, enfin du futur empereur Domitien. C'est du spoil, mais c'est l'histoire, hein, que voulez-vous que j'y fasse. Ça nous vient de Suétone, hein, dans la vie des 12 Césars, qui l'a totalement démoli, mais sachez que l'image de Domitien a depuis été plutôt bien réhabilitée. Alors oui, il avait ses penchants, machin, mais là, dans cette série, c'est vraiment le grand méchant. Et c'était le grand méchant dont le scénario avait besoin, donc voilà, je tenais juste à le souligner. Côté historique toujours, j'ai bien aimé, moi, le fait que ça tourne autour des courses de chars. Alors vous pensez peut-être que c'était une série de gladiateurs, ça l'est en partie, mais c'est surtout une série qui tourne quasi intégralement autour des courses de chars
Et ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant parce que c'est assez original, je trouve. Et puis j'en ai moi-même appris sur ce qui se passait au Circus Maximus, comment fonctionne une écurie, comment fonctionnaient les paris à l'époque. Sur ce plan-là, je l'ai trouvé historiquement très intéressante. En revanche, côté gladiateur, parce que c'est un peu comme ça qu'on nous vend la série alors que c'est pas vraiment le cas, eh ben, on a tous les clichés habituels sur les gladiateurs depuis Gladiator, hein, depuis et Spartacus ensuite. Tous les clichés habituels. Alors là, la série ne manque pas à l'appel. Tous les gladiateurs nous sont présentés comme des esclaves. Hein. Tous les gladiateurs sont de pauvres esclaves qui essaient de gagner leur liberté. C'est faux, hein, c'était pas le cas. Il y avait des esclaves, mais il y avait des gladiateurs professionnels qui venaient parfois même de bonnes familles parce que les gladiateurs étaient très bien traités, très bien payés. Ils mouraient très peu au final. Enfin, ils mouraient peu. Il y avait 10% de taux de mortalité, je crois. Bref, le cliché habituel sur les gladiateurs esclaves qui veulent gagner leur liberté. Mais ça, on va pas attaquer la série particulièrement là-dessus puisqu'elle fait à peu près comme toutes les autres. Sinon, là où c'est bien plus grotesque, c'est concernant Flamma. Alors Flamma, c'est dans la série, c'est le gladiateur ultra musclé, costaud, montagne de muscles. Déjà pour l'époque, c'est assez ridicule d'avoir une montagne de muscles pareil, je pense, sans produit. Je sais pas si c'est possible, hein, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. D'autant que les gladiateurs étaient plutôt gras, parce que c'était un avantage pour eux, parce qu'ils se faisaient souvent entaillé. Donc voilà, déjà l'image est grotesque, mais bon, allez, pourquoi pas, c'est une série. Mais là, ils l'ont poussé, mais jusqu'à l'extrême. Ce gladiateur, Flamma, c'est une grosse brute, mais vraiment, c'est l'image de la grosse brute. Il est méchant parce qu'il est méchant, tout simplement. Le mec s'exprime. Il s'exprime en grognement, il ne parle pas, il ne fait que grogner. C'est la pire écriture de personnage que j'ai vue depuis longtemps. C'est un personnage Marvel, quoi. Au niveau des combats, bon, ils sont assez moyens, hein, je reviendrai là-dessus, mais pour le coup, c'est assez respecté. C'est des combats en duel, un gladiateur contre un autre, un sécutor contre un rétiaire, donc le sécutor avec l'épée et le bouclier, le rétiaire avec le trident et le filet. Sur ce plan-là, c'est respecté. En revanche, autre énorme cliché hollywoodien, le pouce, le fameux pouce. Hein. Tu vis, tu meurs. Alors ça nous vient d'une œuvre que je vous affiche de Jean-Léon Gérôme, qui semble-t-il a été reprise par Ridley Scott pour son Gladiator, et c'est ça qui l'a popularisé au cinéma. C'est un énorme cliché, ça n'a visiblement jamais existé. C'était la plèbe dans les tribunes qui montrait du doigt, et probablement pas du pouce, ou peut-être du pouce, mais en tout cas pas comme ça, qui montrait du doigt le gladiateur qu'elle voulait voir sauver ou exécuter. Mais voilà, ça c'est un gros cliché hollywoodien, mais on va pas leur en vouloir parce que ça fait partie des ficelles. Autre gros cliché, alors là qui concerne directement le titre de la série, c'est Those About to Die, donc ceux qui vont mourir, vient de la formule Ave César, ceux qui vont mourir te saluent. Bon, déjà j'aurais bien aimé qu'il y ait une traduction pour le titre de cette série, parce que déjà c'est pas évident à dire, mais c'est pas évident non plus à comprendre pour les gens qui parlent pas anglais. Those About to Die, hein, c'est pas non plus évident, donc la série aurait pu être traduite. Je rappelle qu'elle est diffusée en France sur Prime Video, donc elle aurait pu être traduite par ceux qui vont mourir, ça aurait pu faire un bon titre aussi. Mais bref, ça c'est un autre sujet. Mais concernant ce fameux serment, ceux qui vont mourir te saluent, bah, il n'a été prononcé qu'une fois. C'était en 52 par des soldats condamnés à mort lors d'une naumachie. Donc une naumachie, c'est une reconstitution de bataille navale. Mais ce serment n'a été prononcé qu'une fois et ça n'était pas un serment que les gladiateurs prononçaient tout le temps avant chaque combat. Ça aussi, ça a été popularisé par Hollywood. Et ça n'est pas le cas, ça n'est pas avéré historiquement. Et puis quand on continue dans les clichés habituels, on a ce taux de mortalité incroyable où un gladiateur meurt à chaque combat, ce qui est entièrement faux. Les gladiateurs mouraient peu, je sais plus qui dit dans la série, peut-être que c'est Vespasien lui-même, la nouvelle arène sera un fleuve de sang pour les gladiateurs et un fleuve d'argent pour nous. Non, c'est peut-être Domitien. Voilà, caricature poussée à l'extrême. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire? Énième caricature donc sur les gladiateurs, mais énième aussi image décadente de Rome. Alors ça, c'est très courant. Comment pouvait-on s'attendre à autre chose? Cette image vraiment lamentable de Rome où les puissants sont tous, sans exception, des ordures qui oppriment le pauvre peuple et les minorités. On a aussi un rapport très anachronique aux esclaves. Mais bon, ça, je pense que je vais me le réserver pour la partie wokisme. Et d'ailleurs, même concernant le thème, hein, le pain et les jeux, c'est comme ça qu'est introduit la série. Ça a été vu 100 fois, hein, donner du pain et des jeux pour divertir le peuple. C'est une réflexion d'ado, hein, c'est une dissertation d'un mec qui est au lycée, qui doit faire un truc sur l'Empire romain. Soyons sérieux. Et puis ça tombe bien puisque pas plus tard qu'hier soir, j'étais en train de lire le classique, hein, l'histoire de la Rome antique de Lucien Gerfagnon. Et hier soir, je tombe sur ce passage où il nous dit justement que, en termes d'ordre social, etc., c'est la plèbe elle-même qui réclamait les jeux. Il nous parle de l'apathie politique qui était un état naturel de la plupart des hommes, donc les gens acceptaient cet ordre social, contrairement à ce qu'on voit
dans les films et surtout dans cette série. L'ordre social était accepté, on acceptait volontiers de laisser les affaires politiques au gouvernement, et le plus important concernant ces fameux jeux du cirque, je vous cite Lucien Gerfagnon, le gouvernement n'accordait pas du cirque au peuple pour le dépolitiser, mais à coup sûr, il l'aurait politisé contre lui s'il lui avait refusé le cirque. Donc c'est le peuple, c'est la plèbe qui réclamait le divertissement, et c'était pas une diversion pour les détourner des choses politiques dont ils se foutaient. Et à ce propos, dans la série, on a une scène mais absolument ridicule dans l'épisode 1, où il y a une émeute de la faim qui éclate parce que le blé est en retard et que les greniers sont vides. Une émeute de la faim qui éclate, t'as toute la population romaine qui se précipite vers le palais de Vespasien, soi-disant pour égorger tout le monde. Et que fait Vespasien, incarné par Anthony Hopkins? Il ordonne qu'on lance les jeux du cirque. Et hop, tout à coup, les trompettes retentissent et les jeux du cirque commencent. Et la plèbe, tout à coup, elle a plus faim, elle est plus énervée et elle va, tranquille, prendre son billet pour les jeux du cirque. Le scénario a été écrit par un adolescent. On a volé une dissertation quelque part. Passons à la critique de la série en elle-même maintenant. Alors, elle a été tournée dans les célèbres studios de la Cinecittà à Rome, en Italie. Et justement, c'est bien ça le problème, c'est que tout est tourné en studio et ça se voit beaucoup trop. Les lumières sont désastreuses, les décors font très carton-pâte. Alors, les décors sont en carton-pâte au cinéma, mais là, ça se voit trop. Et tout est tourné... Alors, quand c'est en intérieur, ça va, mais dès qu'on commence à aller dans les rues de Rome, ça fait vraiment cheap. Et surtout avec la lumière qui est vraiment désastreuse et les fonds bleus qui sont dégueulasses. Vraiment, tout est numérique, tout est faux, tout est artificiel. Et quand on a des plans larges, le Circus Maximus, Rome, le Forum, le Colisée en construction, bah là, ça se voit, c'est du numérique, ça se ressent trop. Et puis les effets spéciaux, ça sent l'IA, c'est pas beau. C'est visuellement pas beau, tout est faux, c'est vraiment pas très joli. Le pire dans tout ça, au côté... sur ce plan des effets visuels, ça restera le lion blanc. Pour ceux qui ont vu la série, le lion blanc, absolument immonde. Bref, c'est tourné en studio, sur du fond bleu, tout est artificiel, c'est pas très joli, lumière aux fraises. Tout ça pour 150 millions d'euros de budget pour ça, c'est assez triste. Côté acteur, je trouve que les dialogues sont pas terribles, il n'y a rien de marquant, il n'y a rien de percutant. En revanche, c'est plutôt bien joué, j'ai trouvé, surtout par Domitien, qui joue l'insupportable Domitien et le décadent Domitien à merveille. Et particulièrement Tenax aussi, qui est le personnage, le personnage principal de la série, celui qui organise les paris au cirque. Lui, vraiment, très bon jeu d'acteur et très bon personnage. La musique, je m'en souviens même plus, donc autant vous dire qu'elle a dû être d'une banalité affligeante. Et puis, au niveau du son, les effets sonores... Ouais. Comme je vous l'ai dit, c'est pas vraiment une série de gladiateurs, ça tourne plutôt autour des jeux du cirque et des intrigues politiques. Mais pour ce qui est des combats de gladiateurs, les combats sont très moyens. Ils sont très moyens et ils sont abusivement sanglants, sanguinolents, avec un sang bien rouge. Et puis les effets spéciaux, ça sent l'IA, je vous l'ai dit, c'est pas terrible. C'est pas fou, c'est pas très bien chorégraphié. On voit que les coups ne sont pas portés, parfois c'est ridicule. C'est moins bien que Spartacus, c'est beaucoup moins bien que Rome. Vraiment, cette série est sans âme, sans génie et donc sans intérêt. Terminons par le wokisme, par l'aspect propagande. Alors oui, là, il y a des choses à dire. Par quoi commencer? On va commencer par le côté, la branche multiculturelle du wokisme, qui est l'une des branches principales, avec ces fameux, cette famille qui va à Rome, ces fameux esclaves qui ont été soi-disant capturés en Numidie. Alors c'est les fameux Numides noirs. Alors non, encore une fois, les Numides n'étaient pas noirs, c'était des berbères d'Afrique du Nord, de type blanc bronzé. Vous savez, c'est comme avec Macrinus dans Gladiator 2, incarné par Denzel Washington, c'est les fameux berbères noirs d'Hollywood. El famoso berbère noir d'Hollywood, ça, on est habitué. Et puis on a vraiment cette image anachronique parce qu'ils sont capturés dans leur pays natal, vraiment de manière sauvage, alors que Rome n'avait aucun besoin d'aller chercher des esclaves en Afrique noire, parce que les esclaves à Rome, ils n'étaient pas exclusivement noirs, c'était des prisonniers de guerre avant tout, de toutes origines. Rome n'avait aucun besoin d'aller en Afrique noire chercher des esclaves, donc là on a une sorte d'anachronisme moral qui nous ramène au temps de la colonisation et qui veut mettre sur le même plan, ancrer une image mentale des vilains blancs qui viennent capturer des noirs en Afrique. C'est ridicule. Puis en plus, on les voit, on voit Kwame, le guerrier, le chasseur de lions, on le voit se battre avec
des saguets et des filets et tout. Enfin, c'est des Zoulous en fait, c'est pas des Numides. Et concernant cette famille numide, donc avec ses enfants réduits en esclavage, avec la mère qui doit aller sauver ses enfants. Alors concernant Kala, la mère de famille, elle arrive à Rome pour sauver ses enfants et elle est comme à la maison. Elle va partout. Alors, elle rencontre Tenax, elle lui donne un peu de thunes et puis en un rien de temps, elle devient la matrone de la maison, quoi. C'est elle qui fait la cuisine, c'est la matriarche en personne. Elle lui fait goûter la cuisine africaine, même à Tenax, le chef des paris. Elle prend en main son business, au calme, son business de Paris. Elle s'occupe de lui. Elle va où elle veut, à Rome. Elle parle avec les puissants, les patriciennes, vraiment. En tranquillité, elle approche même les vierges vestales pour leur parler, pour leur demander la libération de ses filles. Alors qu'elle n'est personne, hein, je rappelle. À Rome, ça marche pas comme ça. Elle a absolument toutes les qualités, elle parle toutes les langues. Son personnage est assez ridicule. Je pense que c'est la pire écriture de personnage juste après celui de Flamma. Mais enfin voilà, il leur fallait le personnage d'une matriarche pour venir un peu perturber, bousculer le patriarcat romain, le vilain patriarcat blanc romain. Concernant Kwame, donc le fils de Kala, celui qui a été capturé pour devenir gladiateur. Alors c'est la caricature du guerrier lion africain, le chasseur de lions, qui a un cœur de lion, et qui rugit, qui va puiser sa motivation dans ses origines, dans ses racines qu'on lui a arrachées. Il pousse des cris dans l'arène, voilà son personnage, ça va pas plus loin que ça. Et les deux filles devenues esclaves, alors c'est très simple. La première, la plus jeune, bien que devenue esclave d'une maison, d'une des familles les plus puissantes de la ville, elle se balade librement, elle sort, elle se barre et elle va vivre ses petites amourettes avec l'espagnol. Petites amourettes ridicules avec l'espagnol qui lui aussi est venu à Rome, celui qui est venu pour vendre les chevaux. Voilà, elle se balade, elle aussi elle fait sa vie librement, il n'y a pas de problème. Quant à l'autre fille, la deuxième, la plus âgée, sa mère la rachète, donc elle la fait libérer. Puis elle fait, alors préparez-vous bien, elle fait sa crise d'ado, elle devient lesbienne, puis elle s'engage comme gladiatrice. On sait pas pourquoi, mais voilà. Vous voyez le niveau un peu. Hein. Il fallait un point wokisme à cet épisode, il le fallait. Voilà pour l'aspect multiculturel, pour la branche multiculturelle du wokisme. Maintenant, passons à la branche marxiste. Eh oui, l'une ne va pas sans l'autre. Je l'ai dit, on a cette énième image décadente de Rome. Mais je dirais même pas décadente, je dirais cette image ultra giga méga décadente de Rome. C'est, alors, tous les puissants, sans exception, sont des salauds, des débauchés, des corrompus. Il y a plus rien de sacré à Rome, il n'y a plus personne qui respecte rien. C'est tous des enfoirés, ça part tous dans tous les sens. Alors, sexualité surreprésentée, bien évidemment. Homosexualité surreprésentée, vous vous en doutez. De la prostitution partout. Alors oui, sur ce plan, la série n'invente rien. Elle s'inscrit aussi d'ailleurs dans la lignée de Rome, la série Rome. Oui, bien sûr, ça existait à Rome, ces mœurs libérées, etc. Et puis ce rapport à l'homosexualité qui n'est pas du tout le même que le nôtre aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est lassant. Résumer à chaque production, résumer Rome aux orgies et à la corruption, franchement, c'est pas original, c'est pas ouf. Et c'est nul. C'est comme le pain et les jeux, c'est une réflexion d'ado, et toujours avec ce message crypto-marxiste en fond du pauvre peuple. Hein, en parallèle avec cette débauche, cette décadence, on a le pauvre peuple. Les vilains puissants d'un côté décadents, qui partousent et qui s'achètent des prostituées, et de l'autre on a le pauvre peuple qui a faim, mais heureusement, on le divertit avec des jeux, et parfois un peu de pain. Classique et ridicule, et lassant. Là où les deux branches se rejoignent, c'est que, évidemment, dans cette série, Rome est giga multiculturel. Hein. Encore une fois, alors ça peut être fondé sur certains aspects et à certaines époques, et encore, ça dépend de ce qu'on entend par multiculturel, mais là, c'est vraiment poussé à l'excès. Pour vous dire, on a une patricienne Caltonia, on a une patricienne noire. Donc les deux messages se rejoignent au final. On a le message multiculturel et puis on a le message crypto-marxiste à deux balles, main dans la main, qui ne font qu'un. C'est la convergence des luttes, hein, l'union des minorités et des opprimés contre les puissants, contre le vilain patriarcat blanc. Et on a pas mal de répliques de Kwame d'ailleurs qui en attestent. À un moment, quand l'un de ses confrères gladiateurs lui demande « Pourquoi les Romains ont tué ton père ?» Il répond « Parce que ce sont des Romains. » Quelle profondeur. À la toute fin, dernier épisode, après la scène finale, il crie « Maudissons ces Romains et faisons-les souffrir ». Des Romains qu'il appelle d'ailleurs les enfants bâtards de Romulus. Le message est clair. Enfin voilà, vous ajoutez à cela un final vraiment nul à chier, hein, franchement, un spectacle grotesque, ça mélange tout, ça fait n'importe quoi avec le Colisée, ça part dans tous les sens, c'est grotesque et ridicule. Et vous avez donc, je l'ai dit en résumé, une série sans âme, sans génie, et sans intérêt. Donc si vous n'avez pas de temps à perdre, gardez votre précieux temps. Et pour conclure, je dirais que non,
ça n'est pas une série sur Rome, c'est une série contre Rome. Et ce, sur tous les aspects que j'ai évoqués. Est-ce que vous avez vu cette série? Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Dites-moi si vous partagez mon analyse. Je vous rappelle que pendant tout l'été, tous mes cours en ligne sont à moins 50%. Le lien est en description. J'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt.